Alors, j'ai configuré donc, enfin, j'ai créé un dossier dans le dossier www de WAMP. Et donc, on est sur un serveur web. Si je lance mon navigateur, donc j'accède donc à cette page. Alors, si bien sûr le WAMP est lancé, donc on va le lancer. Alors, je vais le lancer manuellement. C'est WAMP. Et donc, je m'assure que je suis dans le bon dossier, donc WAMP 2.43. Et donc là, WAMP est au vert, ça veut dire que le serveur marche, le serveur web et le serveur MySQL. Et donc là, j'écris DWM et théoriquement, on devrait accéder à notre page. Alors c'est bon, donc ici, vous comprenez très bien que c'est le serveur qui m'a répondu. Et puisqu'il m'a donné ici Forbidden, c'est l'erreur 403. Hein. Ça veut dire que ici, il n'a pas trouvé tout simplement la page d'accueil qui doit être index.php ou quelque chose comme ça, ou .html en fonction de la configuration de Apache, et que je n'ai pas le droit d'indexer le contenu. Donc si je crée une page ici, on va créer une page index.html par exemple, index.html, j'enregistre, je reviens ici. Là, j'ai la page qui est blanche, ça veut dire que c'est la page index.html qui a été chargée. Il n'y a plus d'erreur. D'accord? Alors, en même temps, donc, comme ça, parce qu'on va tester, bon, j'affiche quand même l'inspecteur network. Il faudrait qu'on soit dans la configuration, on est en train de parler avec un serveur web. D'accord? Alors, après ça, donc je reviens à la présentation. Qu'est-ce que nous allons voir au niveau de PHP? Donc, moi, je vais pas, donc nous n'allons pas étudier PHP en tant que langage. Hein. Donc, on va juste voir les particularités de PHP parce que vous avez déjà vu d'autres langages. Et il faudrait, donc j'espère que très rapidement, vous allez pouvoir vous y mettre et surtout comprendre les concepts d'une application web. Hein. Je vais essayer donc de faire passer un peu ce genre de choses au niveau de ce cours. Alors, après ça, donc, on va s'intéresser à l'environnement d'exécution. Parce qu'à chaque fois que vous faites une requête au serveur, si votre page contient du PHP, eh bien, on va vous exécuter votre code et on va vous répondre. Mais il faut comprendre comment ça se passe, donc, cette opération. Après ça, donc, on va passer à l'accès aux données. Et donc, l'accès aux données, et donc, on va utiliser MySQL pour accéder à une base de données MySQL. Et on va faire des opérations simples, le CRUD, create, read, update and delete. Et puis, ça, on le verra plus tard, c'est le concept, donc la semaine prochaine, le concept d'une application. Et donc, on va voir surtout les sessions. Alors, peut-être qu'on verra aujourd'hui les cookies, parce qu'ils sont indépendants, mais on verra quand on fera les sessions que les sessions, pour la plupart du temps, ils dépendent des cookies. Donc, il faut comprendre ce concept de cookies. Et les cookies, on les utilise pour plusieurs raisons, autres que pour les sessions. Alors, donc voilà. Alors, au niveau de euh, du concept comment le PHP s'exécute, eh bien, tout simplement, c'est au niveau de la configuration de Apache. On va configurer Apache ou le serveur web, ça peut être n'importe quel autre serveur. On va lui dire que quand l'utilisateur fait une requête vers un fichier, une ressource qui contient une extension donnée, remarquez ici que j'ai mis .php en rouge, le serveur web, il va chercher cette page, et puisqu'il a cette extension spécifique, parce qu'on l'a configuré pour ça, eh bien, au lieu de envoyer la réponse directement, il va l'envoyer à un interpréteur PHP. Et l'interpréteur PHP, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher le code PHP, il va l'exécuter. Et le résultat de l'exécution, on va l'écrire à la sortie, on appelle ça la sortie, donc ça c'est l'entrée, on appelle ça la sortie, et cette sortie va être envoyée à Apache, et Apache va envoyer ça au client. Et le processus, c'est comme ça. Donc, il faut comprendre que quand vous écrivez du PHP, toujours, c'est pour répondre à une requête qui vous vient à travers le serveur web. Et ce que vous faites avec du PHP, c'est pour générer une réponse HTTP au final.
Et donc, voilà donc, au niveau de l'architecture. Au niveau maintenant des pages, eh bien, il faut que la page déjà contienne contienne une extension .php. C'est pas forcément .php, hein, je vous le dis. Donc on peut mettre n'importe quelle extension, mais il faut configurer ça au niveau de Apache. Il faut lui dire, je veux que si l'extension soit ABC, envoyez ça à PHP. C'est exactement ça, seulement, donc on a l'habitude d'utiliser PHP comme extension au niveau de la configuration. Alors maintenant les pages, donc ça peut être n'importe quelle page qui contient du HTML comme d'habitude, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Et on peut ajouter du PHP en utilisant des balises spéciales, comme ça l'interpréteur PHP, l'interpréteur ici, il va savoir où sont les parties où il y a le code PHP. Et donc alors très souvent, vous allez voir des pages dans lesquelles on mélange du HTML et du PHP. Mais il va y avoir aussi beaucoup de cas dans lesquels on va voir des pages dans lesquelles il n'y a que du PHP. Et donc à chaque fois, il faut entourer votre PHP avec les balises. Sauf dans le cas, bien sûr, où votre page ne contient que du PHP. Vous pouvez, donc vous êtes toujours obligé de mettre la balise ouvrante, mais la balise fermante, si vous ne la mettez pas, il n'y a pas de problème. Mais si la page ne contient que du PHP. D'accord? Alors, déjà, donc ici, on va tester, hein, donc on ne va pas attendre la fin pour. Donc ici, je suis dans une page HTML. On va changer l'extension de notre page, donc je vais mettre donc l'extension PHP, et je vais mettre un H1 et donc ici hello HTML. Donc c'est pas du HTML. Et si je reviens, c'est juste pour qu'on voit quelque chose. Donc on est vraiment, notre page index.php a été chargée, même s'il a l'extension PHP. Maintenant, si je veux ajouter du PHP, eh bien tout simplement, inférieur, point d'interrogation PHP. Et là, la commande, si vous voulez, ou la fonction fondamentale pour écrire à la sortie s'appelle echo. Vous avez aussi print, etc. Et donc ici, echo, et on va mettre ici H1, hello, PHP, slash H1. Et là, donc, vous voyez que je suis en train d'écrire du HTML. Et je ferme mon PHP, j'enregistre, j'exécute. Et donc, je vais avoir une deuxième hello ici, PHP. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le code que j'ai ici, c'est exécuté. Si vous regardez ici le source, eh bien, vous allez avoir, il n'y a plus de PHP. Il faut bien que tout le monde comprenne ça avant d'aller plus loin. Donc, ici, au niveau de là, ce qui sort d'ici, hein, ce qui revient de l'interpréteur, il n'y a plus de balise inférieure point d'interrogation PHP. Tout ça, c'est exécuté. D'accord? Alors voilà. Alors maintenant, donc les deux flèches qu'on vient de voir ici, les deux flèches qu'on voit ici, là, eh bien, c'est l'entrée de l'interpréteur et la sortie de l'interpréteur. Alors, la sortie, on vient de l'utiliser en écrivant, en utilisant echo. Quand on a fait echo, on a écrit ici. D'accord? Et quand vous faites une requête à une page, quelle que soit la page maintenant, si la page a l'extension PHP, il faut savoir qu'il est forcément envoyé à l'interpréteur. Donc si votre page ne contient pas de PHP, il ne faut pas lui donner l'extension PHP. D'accord? Sinon, vous allez l'envoyer à l'interpréteur, il va chercher, ah, il n'y a pas de PHP, on va la renvoyer. Donc il faut économiser de faire travailler l'interpréteur pour rien. Alors après, donc, alors, quand on envoie une page, ça veut dire que normalement il contient du PHP, mais on envoie aussi donc la page, mais on envoie aussi la requête HTTP. Enfin, toutes les informations relatives au protocole, et donc relatives à la requête HTTP, relatives même à la couche transport, c'est-à-dire on envoie quelle est l'adresse du client qui a fait la requête, etc. Plusieurs informations, on va revenir tout à l'heure là-dessus. Et ici, donc, votre interpréteur PHP, il va s'exécuter avec les droits du serveur web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que lui, il accède aux ressources système, eh bien, quand vous faites tourner Apache, par exemple, comme serveur web, eh bien, vous le faites tourner en tant qu'utilisateur. S'il tourne sur Unix, vous le faites tourner en tant qu'utilisateur Unix. Et cet utilisateur, ça dépend des droits qu'il a.
Si vous lui dites, parce que là vous avez des bibliothèques, si vous lui dites d'écrire quelque part, eh bien il faut que Apache ait le droit d'écrire ce quelque part. D'accord? C'est très important de savoir ça. On accède aux ressources système. Alors les ressources système, c'est donc les disques durs, etc. Le réseau, donc vous pouvez accéder à n'importe quelle ressource qui est attachée à votre machine. Deuxième truc, vous avez un ensemble de bibliothèques qui sont présentées au niveau de PHP qui nous permettent de faire vraiment tout. Hein, tout ce que vous pouvez imaginer, donc on peut le faire avec du PHP. Alors voilà, donc au niveau de l'interpréteur, maintenant les variables en PHP. Alors les variables, donc vous avez la déclaration des variables se fait de manière directement. Donc il n'y a pas de mots-clés pour déclarer les variables. Et donc j'utilise les variables. Donc la spécificité ici, c'est qu'elles commencent toutes par dollar. Dollar A égale et j'affecte la valeur. Et donc là, vous avez créé et initialisé une variable. Donc on fait les deux en même temps. Alors les types donc de variables, donc voici ici une variable chaîne de caractères, variable booléenne, un tableau, création d'une classe. Et donc on voit très bien que à la base PHP c'est un monde de fonctions surtout. La plupart des API utilisent beaucoup de fonctions et PHP lui-même. Et donc par exemple pour créer des tableaux, ici donc vous avez une fonction qui s'appelle array pour créer un tableau. Et donc c'est pas un objet, hein, c'est une fonction. Alors donc les valeurs ne sont pas définies, donc les variables, donc on dit ils ne sont pas typés, mais ils ont le type de la valeur qu'ils contiennent. Seulement les variables, ils sont dynamiques, comme en JavaScript. Une variable peut à un moment donné contenir une chaîne de caractères, après il peut contenir n'importe quoi. Donc on peut lui affecter n'importe quoi. Les différents types. Alors donc vous avez les booléens, les entiers, les nombres à virgule flottantes, et les chaînes de caractères. Donc on peut utiliser les guillemets et les cotes, les tableaux. Donc alors les tableaux comme structure de données. Donc vous avez deux types de tableaux, donc les tableaux indexés et les tableaux associatifs. Alors les tableaux associatifs, au lieu de donner entre crochets donc un chiffre, un nombre entier, on donne une clé, ce qu'on appelle une clé. Mais il faut savoir que derrière, au fond, tous les tableaux sont associatifs. Parce qu'une clé qui est entière, c'est aussi une clé. Et donc les traitements vont se faire à peu près pareil. Et puis vous avez les objets. Donc alors les objets au niveau de la notation, c'est spécial pour accéder aux attributs. Donc on utilise tiret flèche pour accéder aux attributs. La même chose aux méthodes, tiret flèche, au lieu de point. Et parce que le point, il est utilisé, c'est un opérateur qui est utilisé pour le point, pour la concaténation. Donc pour concaténer les chaînes de caractères, on utilise le point. Et puis vous avez les types ressources. Alors là, c'est vraiment tous les types qui existent. Alors, quand vous entendez type ressource, ça veut dire que c'est un type qui est associé à une bibliothèque donnée. D'accord? Et donc, en général, il est spécifique à cette bibliothèque. Et puis, vous avez le type nul, qui signifie aucune valeur. Mais donc, on verra tout à l'heure le mot-clé nul, quand est-ce qu'il est utilisé. Alors, pour travailler avec PHP, parce que c'est un langage dynamique et où les variables sont mutantes et ils ne sont pas typés, ils peuvent changer de type, eh bien, vous avez tout un ensemble de fonctions que vous allez trouver dans la plupart des scripts. Et donc, il vaut mieux donc voir. J'en ai mis quelques-unes. Hein. Donc, il y a inset, ça c'est isset, pardon. Ça c'est une fonction que vous allez retrouver partout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez manipuler une variable, il faut être sûr que votre variable existe. Hein? Par exemple, je fais ça. Je fais ici echo dollar de A. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir rien. Mais donc on va voir quand même quelque chose. Et là, donc il y a eu une erreur. Donc vous essayez d'accéder à une variable. Donc ici, undefined variable. Et donc alors ici, à chaque fois que vous voulez manipuler une variable, il faut s'assurer que cette variable existe. Alors ici, donc la isSet, ça retourne true si la variable est définie ou voilà, ou n'est pas nulle.
Parce que si elle est nulle, ça va retourner false. Et là, si elle est nulle, ça veut dire, c'est un peu spécial, hein. Si elle est nulle, la variable, elle existe, mais ça retourne false. D'accord? Et puis vous avez un set pour détruire une variable. Donc vous pouvez détruire une variable, vous pouvez détruire un élément d'un tableau. Et là, si je détruis le sixième élément du tableau, alors on peut voir ça, $B de 5, ça veut dire c'est le sixième élément. Bon, moi je dirais plutôt l'élément qui a l'indice 5. Puisque si j'arrive à détruire cet élément, comment va devenir mon tableau plus tard? Eh bien, ça va contenir des trous. D'accord? Donc forcément, pas forcément que les autres éléments, les autres indices existent. Et donc vous avez encore, donc alors, un set pour détruire une variable. Empty. Empty, donc ici, ça va retourner true si la variable est vide, mais si elle est vide ou nulle. Alors, si elle est vide, c'est quoi vide? Donc il faudrait qu'on puisse tester tout ça, d'accord? Et puis vous avez alors des fonctions comme count, parce que les tableaux, on les crée avec des fonctions. Si je veux savoir le nombre d'éléments d'un tableau, on utilise la fonction count. Si vous voulez savoir le nombre de caractères d'un chaîne de caractères, c'est strlen, comme on sait. D'accord? Mais puisque les variables sont mutantes, et ils peuvent passer d'un type à l'autre, à un moment donné, je veux manipuler une variable, eh bien je peux savoir quel est le type de variable. Et le cas le plus frappant ici, c'est quand on va créer des fonctions et on va passer des paramètres. Et en général, vous créez une fonction, c'est pas vous qui allez l'utiliser, c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Alors, vous pouvez lui dire, envoyez-moi une chaîne de caractères. Mais vous, à l'intérieur, il faut pas donc il faut s'assurer qu'il vous a envoyé une chaîne de caractères à l'intérieur de votre fonction. Vous comprenez ça? Donc, il y a des paramètres qui arrivent, je dois vérifier, et on peut laisser l'utilisateur libre de nous envoyer un entier, une chaîne de caractères, etc. Et moi, à l'intérieur, je fais les traitements en fonction s'il s'agit d'un entier, s'il s'agit de... Alors, on a toute une panoplie de fonctions, ils commencent toutes par is, et donc is int, is float, is string, is array, etc. Donc, c'est des fonctions qui vont vous retourner true s'il s'agit d'un tableau, par exemple, etc. Alors ça, je pense, c'est les fonctions les plus importantes. Maintenant, on va commencer à tester. Et pour tester, et d'ailleurs ça, ce sont deux fonctions que vous allez, si vous travaillez dans PHP, vous allez avoir à les utiliser très souvent. Vous avez vardump. Et alors vardump, c'est une fonction qui vous affiche un instantané de la variable. Qu'est-ce qu'elle contient, cette variable? Et puis vous avez printr, c'est à peu près la même chose. Et printr, le R c'est comme print array, hein, et ça va afficher un peu le format d'un array. Mais on peut afficher plusieurs types de variables avec ça. Mais c'est beaucoup plus pratique pour les tableaux. Alors on teste un peu. Et donc alors les structures de contrôle et tout ça, eh bien vous pouvez vous amuser. Donc moi je ne vais pas vous faire le cours sur les structures de contrôle. Sinon donc on peut déjà tester des choses. Donc on peut faire si vous voulez faire une boucle for $i égale 0, il faut se familiariser avec le dollar, il ne faut pas l'oublier. $i est inférieur je sais pas moi, à 7. Donc là, je vais commencer à 1. Et point virgule, $i plus plus. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a changé par rapport aux autres langages? Il n'y a que le dollar. Et donc ici, j'écris echo. Et donc ici, je fais h et $i. Et ça va nous faire, donc ici, j'écris hello et slash, merci, $i. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ouais, donc ça va nous afficher H1, H2, H3. Mais ce qui est particulier ici, c'est que la variable, je l'ai mis à l'intérieur de la chaîne de caractères. Et puisqu'on a le dollar pour toutes les variables, donc il n'y a pas de confusion pour l'interpréteur. Donc il va reconnaître, il va chercher. Mais donc vous pouvez dire, alors, si vous écrivez $IBC, est-ce qu'il va chercher, donc il va chercher est-ce qu'il y a une variable qui s'appelle $I ou $IB, etc. Donc il va se démerder lui pour nous faire ça. Donc on teste ici, on devrait avoir les 6 HI et on les voit ici. Et donc il n'y a plus de PHP. Alors ça c'est une particularité de PHP. Donc les chaînes de caractères, les variables sont interprétées à l'intérieur des chaînes de caractères. Mais par contre,
pour les chaînes de caractères, vous pouvez aussi utiliser les codes. Mais là, à la différence du premier cas, les, les variables ne sont pas interprétées. Donc, si j'exécute ici, vous voyez ce que ça donne ici dans le résultat en bas? La variable n'a pas été interprétée. Donc, si vous voulez que vos variables soient interprétées à l'intérieur des chaînes de caractères, il ne faut pas mettre les codes, il faut mettre les doubles codes. D'accord? Alors, il y a d'autres notations pour les chaînes de caractères, d'autres possibilités pour les variables de type chaîne de caractères. Surtout quand vous avez des chaînes qui sont trop longues et on veut revenir à la ligne, etc. Donc, on oublie ça. Alors, les fonctions tout à l'heure de is7, on les a testées. Donc, je vais enlever tout ça, le HTML qu'on a ici, juste pour éclaircir un peu l'écran. Voilà. Alors, $A égale. Moi, je pense, donc, si je vous dis 12, virgule, point virgule, et donc les fonctions qu'on a dit tout à l'heure, donc vous avez var_dump. Ça, c'est une fonction fondamentale que vous allez avoir à utiliser très souvent. Donc ici, j'exécute. Vous voyez var_dump, comment il affiche les choses. Donc j'affiche une variable, il contient la variable ici A, contient 12. Il me dit que c'est un entier et la valeur c'est 12. Il me donne le type et la valeur. Alors par contre, si je mets ici 12.0, j'actualise ici, vous voyez que ça change. Là, c'est float et c'est 12. D'accord? Si je continue, je mets ici chaîne de caractères, j'actualise ici, il va me dire, ah, c'est string. D'accord? Alors, donc si je déclare une autre variable $B, ou tout simplement ici je déclare pas, je mets var_dump de $B. Est-ce que B existe? Donc ici il n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on devrait avoir ici? Donc on devrait avoir une erreur. D'accord? Oui, c'est ça, exactement, c'est undefined. Mais donc ici, si je lui dis alors is7 de $B, eh bien il va me retourner ici false, puisqu'il n'a pas été déterminé. Donc on va voir ici le type booléen. C'est juste pour montrer le type booléen à travers is7. D'accord? Et donc ici, je lui dis inset de $A. La variable A n'existe plus. Elle a été effacée. Et donc si je lui dis maintenant, est-ce que A existe? Eh bien théoriquement, il va me répondre par false. Vous voyez, donc je ne vais pas trop vite. C'est bon? D'accord? Alors, ici, donc, alors, j'ai détruit la variable A et je lui dis est-ce qu'elle est définie, etc. Alors, si je prends ici une variable $B, par exemple, et je mets dedans égale chaîne vide. Alors, il y a is7, donc c'est important is7, mais vous avez aussi une fonction qui s'appelle empty, et ça vérifie est-ce qu'une chaîne, une variable est vide. Alors, vide, alors c'est quoi vide? Alors maintenant, est-ce que la variable B est vide? Est-ce qu'elle est vide? Parce que c'est quoi vide? Donc ici, true. Et si vous mettez ici, si vous mettez 0, est-ce que la variable est vide? Oui. Alors, un tableau, donc on peut l'écrire avec la notation littérale exactement comme dans JavaScript, on va revenir après. Mais à partir, je pense, de la version 5.3 de PHP. D'ailleurs, vous ne pouvez être que dans des versions supérieures. Et donc ici, un tableau, c'est aussi vide, c'est aussi empty. C'est tout. Alors après ça, donc vous avez alors, par contre, si je lui dis false, est-ce que c'est vide? Oui. Donc une variable booléenne qui est false, donc avec la fonction empty, hein, enfin avec la fonction empty, ça vous retourne true. Il est vide. Et donc c'est un peu spécial comme fonction. Donc voilà. Alors, bien sûr, mais alors si on met true, alors qu'est-ce que ça va retourner? Donc les mots-clés true, eh bien là c'est false. Quand vous mettez true, c'est plus vide. C'est exactement 0, c'est quoi 0? On a dit, on a trouvé que 0 c'est vide. Et bien si vous mettez 1, ben, ce n'est plus vide. Hein, votre variable n'est plus vide et donc il va contenir quelque chose.
Non? B, B. Oui, c'est ça, c'est bon. Yeah. Ouais, donc, je m'attendais, je voulais avoir trop. Je voulais avoir raison. Hein, donc, j'ai raison. Seulement, c'est fausse qui est correct. Alors, voilà, donc alors maintenant, les structures les plus importantes au niveau de PHP, comme ça on passe à autre chose. Hein. Et on va essayer de passer rapidement les fondamentaux. Donc, les tableaux. Les tableaux, je crée un tableau. $A. Donc, tout à coup, c'est toujours comme ça. Hein, tout à coup, une variable $A égale tableau. Alors, donc, array. Et vous mettez les valeurs que vous voulez. 12,34, through, chaîne de caractères. Je le fais exprès ici pour voir qu'un tableau, c'est un sac qui peut contenir n'importe quoi. D'accord? Et donc ici, on va afficher notre tableau avec vartemp, $A, contrôle. Hein? Oui, oui, il manque un Y. D'ailleurs, il y a la coloration ici dans PHP Storm, donc il suffit toujours juste d'ouvrir vos yeux, que j'ouvre mes yeux. Donc ici, array, il est de taille 4, et il contient les 4 éléments que je viens d'ajouter. Et donc, avec vartemp, on voit chaque élément avec son type, etc. Et ça, c'est bien, ça. Donc, c'est... Alors, bien sûr, ici, vous pouvez utiliser aussi print R, print R de $A. Et donc, ça vous montre un peu. Vartemp, il est verbeux, verbose. Hein, et l'autre, il est plus discret. Mais il est plus discret. Quand vous le regardez ici, c'est joli ici. Vous voyez ici, c'est joli. Et ici, c'est pas tout à fait joli. Alors, il faut garder le format que nous avons ici pour garder le format qu'on a ici. Souvent, on fait quelque chose comme ça, echo, et on va utiliser la balise près, vous connaissez? Ça permet de garder le format, et donc, vous allez voir, moi, je préfère ça, regardez. Parce que des fois, quand vous avez de grands tableaux, si on mélange avec les int, les strings et tout ça, ça devient n'importe quoi. Moi, je veux juste les clés et les valeurs. Et là, c'est vraiment très, très clair. D'accord? Et donc, il ne faut pas oublier, donc aussi, donc, alors on va souvent utiliser vartemp, mais des fois, on va utiliser l'autre. Alors, j'enlève ça maintenant, on reste avec vartemp. Maintenant, je veux parcourir mon tableau. Alors, comment on va faire pour parcourir les tableaux? Parce que ça, c'est fondamental au niveau de la structure de données la plus utilisée, c'est les tableaux. Et donc, il faut savoir manipuler les tableaux. Et donc, les premières choses qu'on devrait savoir, c'est de pouvoir les manipuler. Et donc, on peut faire des boucles comme ça, i égale 0, point virgule, $i inférieur à count de $A, point virgule, $i plus plus. Et là, à chaque tour de boucle, on va faire quelque chose. Bon, donc on fait juste un echo, ou tout simplement print, et on va afficher dollar. Alors, c'est quoi? Dollar, mon tableau A, et je vais mettre l'indice dollar I. Et c'est bon ça? Voilà, donc on va ajouter un BR pour revenir à la ligne. CTRL S. Alors, donc voilà. Donc alors, les éléments de mon tableau, les voici. Donc vous voyez avec les PR et tout. Voilà, donc je parcours mon tableau. Mais ça, c'est quelque chose qui est naturel. Dans les autres langages, c'est naturel de travailler avec des tableaux comme ça. Mais ici, donc on a vu tout à l'heure qu'on peut enlever des éléments d'un tableau. Si je fais par exemple un set et j'enlève l'élément $A de 1 par exemple, j'enlève l'élément 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une erreur. Undefined offset. J'essaie d'accéder avec l'élément. Parce que vous faites une boucle sur le count, et puis vous avez des trous à l'intérieur. L'indice 1 n'existe plus. Alors si vous voulez, donc ici, regardez ici, j'affiche juste le tableau. Alors il est où mon tableau? Regardez le tableau à haut.
J'ai 0, 2, 3. Parce que j'ai enlevé l'élément d'indice 1. Et donc c'est pour ça que moi je dis, les tableaux, c'est tous des tableaux associatifs. Et donc il faut savoir travailler avec les tableaux dans ce sens. Alors, pour parcourir les tableaux, la structure qu'on utilise, c'est pas celle-ci, mais on utilise plutôt for each. Et c'est une structure qui est très très bien, très forte. Et donc vous donnez quel est votre tableau et vous faites as et vous faites v. Chaque tour de boucle de mon tableau A, je prends la valeur dans la variable v. Et on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je fais print et je vais afficher exactement comme tout à l'heure. Donc ici maintenant c'est beaucoup plus concis. Dollar de V et puis BR, c'est tout. J'affiche parce que chaque tour de boucle, la valeur, il est consignée dans la variable V. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, donc on n'aura plus d'erreurs. Et donc voilà, j'ai 12, j'ai 1 et j'ai... C'est exactement les éléments que j'ai ici. D'accord? Maintenant, des fois, on a besoin, dans chaque tour de boucle, on a besoin à la fois de la clé et de la valeur. Et donc ici, on met as, $K, variable, vous l'appelez comme vous voulez, et on met égal supérieur. Dans la variable K, ça va être la clé, et dans la variable V, ça va être la valeur. Et là, on peut afficher les deux ici. Donc, j'affiche $K, et on va mettre une flèche ici, et on affiche V à côté. J'actualise. Donc, voilà la clé, voilà la valeur. C'est exactement ce que nous avons ici. Donc, pour parcourir les tableaux, il n'y a pas mieux que ça. Alors maintenant, quand on crée des tableaux, ici j'ai créé un tableau indexé, parce que quand vous ne lui donnez pas l'indice, ben, il va le générer automatiquement. D'accord? Je prenais notre tableau. Ici jusque-là, voilà, je l'ai. Je continue, dollar de A, les tableaux, ils sont dynamiques. On peut toujours ajouter des éléments. Comme on vient de supprimer des éléments, on va pouvoir ajouter des éléments. Et donc là, je lui dis dollar de 10. L'indice 10, ça n'existe pas. S'il existe un indice 10, je l'écrase. D'accord? Égal 123, point virgule. Je garde, je fais le test. Et bien, vous allez voir l'indice 10 qui apparaît. Donc, les autres indices, ils ne sont pas générés. OK? Je continue. Je copie cette ligne. Et là, je ne donne plus l'indice. Et là, je donne chaîne X, Y, Z. Exactement. Voilà, donc ce sont les choses, je pense, moi, fondamentales que vous devez savoir. Donc il va l'ajouter, et donc là, il va générer l'indice, mais il va le générer après le dernier. Il ne va pas le générer après 3. D'accord? Mais donc ici, on ne va pas jouer avec ces indices, etc. Si je veux parcourir donc, mon tableau, il faudrait que j'aille chercher les indices moi-même avec des structures comme ça. D'ailleurs, au niveau de PHP, vous avez plein de fonctions. Il suffit d'écrire array. Et dans un éditeur comme PHP Storm, vous voyez les array underscore, eh bien vous avez plein de fonctions qui vous permettent hein, de travailler avec les tableaux. Par exemple, si vous voulez toutes les clés du tableau, vous faites array case. Et là, ça va vous donner toutes les clés de mon tableau A. Et donc, si je lui dis ici, je coupe ça, CTRL X, et je vais commenter ça, et je vais faire ici, donc je le fais tout à fait à la fin, ici, je écho prêt, et là je fais print R de, là il va me donner un nouveau tableau qui contient les clés de mon tableau. C'est ici en bas, vous voyez ici? Vraiment les clés. Si vous avez besoin des clés, on peut aller les chercher. Si j'ai besoin des valeurs, je peux aller les chercher. C'est tout simplement array values. Et donc là, il va me donner les valeurs hein, qu'il y a dans le tableau. Si vous voulez savoir est-ce qu'une clé existe, et donc ici, vous allez avoir des trucs qui existent. Donc ici, je lui dis de 0, CTRL S. J'actualise et donc je devrais avoir quelque part. Alors j'ai mis quoi ici?
Donc je lui fais ici var_dump. Var_dump. J'actualise. Alors il y a un problème quelque part. Qu'est-ce que je fais là? Bien sûr, je lui dis qu'il existe de non, mais il faut lui donner de quel tableau. Hein? C'est logique, non? Parce que tout c'est des fonctions. Hein. Donc, $A, je pense virgule, CTRL S. Quel tableau? Et il suffit d'aller lire le truc. Alors, il y a encore ici paramètre to be array. Donc, c'est l'inverse ici. 0, virgule. Et là, ça vient. Donc, ici, true. Voilà, etc. Alors, vous avez plein de fonctions qui sont très courantes au niveau de PHP, des autres langages. Hein. Donc, je crée mon tableau. Au lieu de le créer comme ça, avec array, maintenant, je pense que c'est plus élégant d'utiliser la notation littérale JavaScript, comme celle-ci. Et donc, alors, je fais 13, virgule, je reviens à la ligne, sur 25. Et là, c'est plus clair. Hein, chaîne de caractères. Il s'agit d'un tableau. C'est autorisé aussi de pouvoir faire virgule ici, pas de problème. Et donc, je fais ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas fait de print ni rien du tout. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Et alors, maintenant, mon tableau, si je veux qu'il soit associatif à la base. Oui? Alors, j'enlève tout ça, parce que ça aussi, ça s'ajoute à mon tableau. D'accord? Donc, la dernière valeur ici, il n'y a pas de valeur ici. Il ne va pas ajouter de valeur. On va l'afficher. Hein, var_dump de $A. Donc, j'actualise. Voilà. Donc, 0, 1, 2, 10, 11. 0, 1, 2, 10, 11. Même si j'ai mis ici la virgule, il ne va pas ajouter un élément. Oui, il n'y a pas de problème ici. Je l'ai fait exprès pour vous le dire. Il n'y a pas de problème. Si vous mettez virgule ici, à la fin de la liste des éléments d'un tableau, c'est juste l'interpréteur, il ne considère pas ça comme erreur. Mais si vous mettez, bien sûr, si vous mettez nul, eh bien, il va y avoir un élément, pardon, si vous mettez nul comme ça, il va y avoir un élément qui contient nul. D'accord? Il va y avoir un élément. Mais si vous mettez rien, eh bien, pour lui, il n'y a pas d'élément. Parce que vous ne mettez aucune valeur. Parce que là, il n'y a pas de valeur. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle espace comme ça. Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Et s'il trouve virgule suivi d'espace, un ensemble d'espaces, tabulation, retour à la ligne, tout ce que vous voulez, et suivi comment ça s'appelle ça, crochet, crochet de fermeture, il va considérer qu'il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Donc, ça ne va pas changer. Donc, pour vous dire, alors maintenant, je prends mon tableau et si donc vous voulez ajouter des clés à vos éléments, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, je vais ajouter des clés. Alors, je vais ici ajouter une clé AA. Et là, pour ajouter les clés, on met ça. Donc, je donne la clé à l'élément et la valeur, c'est 23. Et donc, je teste ici. Est-ce qu'on peut mélanger? Pas de problème. Et vous voyez un peu le truc? Est-ce qu'on peut mélanger? Pas de problème. Ici, quand j'ai ajouté les éléments ici 10, j'aurais pu aussi ajouter ici avec une clé quelconque, CCC. Donc, vous êtes vraiment libre. Et donc ici, les tableaux associatifs, ça reprend un peu les hashmaps. Hein. Donc ici, ça représente à peu près donc, les hashmaps qu'on a vus, les objets qu'on a vus en JavaScript. D'accord? C'est à peu près le même principe. Donc voilà donc pour les tableaux. Après ça, donc vous pouvez utiliser les objets. On ne va pas créer de classe, rassurez-vous. Mais par contre, j'écris var, je suis parti déjà. Et $O égale, je crée un objet. Et donc new std class. Alors ça, vous avez la possibilité de créer un objet avec ça.
Et juste pour vous montrer, donc, on va faire ici var dump dans notre objet, $O, et j'actualise ici. Donc c'est un objet. Il s'agit d'un objet qui contient rien. Et maintenant mon objet, je peux faire ici $O, et là, autre 1 égale 23. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je veux vous montrer que PHP aussi, il est dynamique. J'ai créé l'objet, j'ai instancié la classe. La classe, c'est std class. Je l'ai instancié, et après l'instanciation, j'ai un objet qui est vide, et après j'ai ajouté un attribut. Et donc vous pouvez aussi faire ça au niveau de PHP. D'accord? Donc voilà pour grosso modo pour les objets. Pour le moment, donc on n'en a pas besoin. Ça va, c'est bon? Donc alors, pour qu'on n'ait pas des vidéos très longues, je vais